Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer, comme nous le disons souvent, notre échange avec le doyen Diao Barry Faye. Diao Barry Faye qui, dans ses deux premiers entretiens, a tenu à nous éclairer sur beaucoup de zones d'ombre. Parce que le système éducatif, comme vous le savez, est un système très complexe, un corps complexe, très dynamique. Il y a eu beaucoup de réformes, ça bouge partout, beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives qui font qu'il nous faut un homme de sérail pour pouvoir cerner tout cela. Notre dernier entretien va être axé sur les perspectives. Mais il nous faut naturellement, dans un petit exercice, naturellement, rappeler un peu les dates saillantes de l'école sénégalaise de 2000 à 2024, alors consacrant déjà la deuxième grande alternance politique, ou troisième alternance politique au Sénégal. Mais cette date aussi du 20 mai est importante parce que, effectivement, c'est le 20 mai 1957 qu'on a eu le premier gouvernement du Sénégal, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'autonomie interne, suite à la loi cadre Gaston Defferre. Le premier président donc, de ce conseil dans le cadre du territoire était Pierre Lamy, comme président du conseil de gouvernement. Mamadou Dia en était naturellement le vice-président. Mais en ce qui concerne le secteur de l'éducation, le premier ministre de l'éducation du Sénégal donc, est Feu Ibrahima Mamadou Wane. Naturellement, son successeur en 1960 est François Dieng. Nous reviendrons sur toutes ces questions pour faire découvrir davantage toutes ces figures marquantes de l'école sénégalaise. Bonjour, M. Bey. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Et quels commentaires faites-vous de ce premier gouvernement du Sénégal de 1957? Donc, 20 mai, vous me le rappelez, ça, je n'avais pas fait beaucoup attention à ça. Bon, 20 mai, donc, c'est le premier gouvernement. Mais disons que 20 mai aussi, c'est la fin de la conférence des ministres à Addis Abeba. C'était du 15 au 20 mai 1961. Alors là aussi, c'est une date, c'est la fin de cette rencontre et il y a eu beaucoup de décisions, comme on l'a rappelé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Amadou Mokhtar Mbow est venu 2 fois comme ministre de l'Éducation. Après l'indépendance, il fallait mettre donc en place une école en se focalisant sur l'ancrage culturel et l'africanisation, mais aussi à une ouverture, à l'ouverture démocratique de l'école déjà. On avait lancé des appels pour que les parents inscrivent leurs élèves. La scolarisation était donc souhaitée et encouragée. Il fallait aussi penser à compléter les écoles qui étaient à cycle, à demi-cycle, disons, parce que le cycle complet, il fallait aller jusqu'au CM2 et beaucoup d'écoles devaient bouger après le CFE. Et il y avait même des écoles qu'on appelait les écoles régionales, et c'est les écoles régionales qui polarisaient l'ensemble des populations scolarisables de la région. Donc, c'est vrai, ce rappel historique aussi permet simplement de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de coup de tonnerre dans un ciel serein, comme aimait répéter le professeur Abdoulaye Bathily. Oui.
que tout se tient et tout peut s'expliquer. Absolument. D'ailleurs, sous ce rapport-là, avec votre permission, que nous allons faire un rappel, parce que la période aujourd'hui qui nous concerne, c'est la période 2000-2024. Il s'est passé énormément de choses entre 2000 et 2004. 2000 donc marque la première alternance politique au Sénégal. Le PDS arrive au pouvoir. 2000 aussi, c'est donc l'éligibilité du Sénégal dans l'initiative PPTE, pays très pauvres endettés, pays pauvres très endettés, avec son point d'achèvement en 2004. C'est important pour l'éducation au Sénégal, le fait d'être éligible dans cette initiative. 2000 aussi, en avril, c'est la conférence de Dakar. Suite à la conférence de Djamsia en 90, ici l'objectif, c'était clair, parce qu'on n'avait pas atteint tous les objectifs fixés à Djamsia. Maintenant, Dakar relance la question, n'est-ce pas, de l'accès, la question de la qualité, de la gestion du système, et surtout avec une emphase sur l'éducation de base. Alors, c'est aussi la mise en place de ce programme très important pour l'école sénégalaise, le PDF. Ouais. Ça, c'est important parce que ce sera la feuille de route pour l'opérationnalisation de toute la politique éducative. 2004 aussi, la loi 91-22 sera modifiée et complétée par la loi 2004-37 du 15 décembre 2004. Ce sont les articles 3 et 4 qui feront l'objet d'une modification. Donc, à l'intention de nos téléspectateurs, la loi d'orientation 91-22 est toujours en cours. La particularité de cette modification, c'est juste qu'il y a un élément important dans les articles 3 et 4. Et là où l'on note que l'éducation religieuse, donc on passe de la notion d'éducation religieuse facultative à la notion d'éducation religieuse optionnelle. Je crois que la nuance est très saisissante. Nous aurons naturellement l'occasion dans d'autres plateaux d'en parler. 2006-2008 aussi, c'est une paralysie du système éducatif avec des grèves majeures. Là, c'est la question, n'est-ce pas, des revendications, la question de la prise en charge des statuts hétérogènes qui est posée, parce que nous l'avons constaté, c'est un statut très éclaté. Alors, juin 2012, c'est le bilan et l'évaluation globale alors du PDF. Et le constat est qu'il y a des difficultés du système en termes de qualité, d'achèvement et de gestion des crises. Mais 2012 marque la deuxième alternance politique au Sénégal. C'est le lancement, n'est-ce pas, du deuxième programme, le paquet, dans sa version première. Donc, le paquet, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. 2018-2030, donc en 2018, on a une révision du paquet pour, entre autres, n'est-ce pas, l'arrivée sur les ODD des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ensuite, il faut le rappeler, c'est important, il est aussi arrimé au PSE. Au PSE, ça, et dans l'acte 3 de la décentralisation, entre autres. Ensuite, 2024, c'est la nouvelle alternance politique, avec l'arrivée du PASTEF au pouvoir. Ici, on veut changer totalement de paradigme. On parle de société éducative, avec l'unité comme boussole dans l'opérationnalisation. Alors, je crois que le point aujourd'hui qui nous intéresse le plus, dans ces perspectives, c'est la refondation curriculaire qui ambitionne de mettre le bilinguisme, la suppression de l'entrée en sixième, l'intégration des DARA, la création des LUNAC, qui est encore aussi un événement majeur, et la réglementation du secteur privé, en modernisant le cadre, etc., l'offre, les standards de qualité, tout ça. Monsieur Faye, voyez, ce petit rappel des dates saillantes de 2000 à 2024, c'est juste nous plonger dans le vif de notre sujet. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés de la loi 71-36 et de la loi 91-22. Mais qu'est-ce qui a réellement changé?
Oui, ce qui a réellement changé, c'est au niveau des infrastructures. Il y a eu des constructions, beaucoup de constructions d'écoles. Il y a eu également un recrutement massif d'enseignants et beaucoup d'efforts ont été faits pour que les enseignants soient formés dans des centres dédiés à la formation initiale. Il y a eu également un grand effort sur le plan des contenus à véhiculer. On se focalise sur l'Afrique, le Sénégal, mais on s'ouvre également. On s'ouvre au monde moderne. Il y a eu peut-être aussi l'introduction de la technologie dans l'éducation. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de 2000, l'alternance, sans faire un petit pas en arrière. Les années 90-95, jusqu'à l'alternance, il y avait un programme de l'éducation, le PDRH, Programme pour le développement des ressources humaines, et en deux parties, PDRH 1 et PDRH 2. Et c'est ce programme qui va donner naissance au PDF que nous avons appliqué pendant des années. Donc, le PDRH, sa naissance a coïncidé avec le plan d'ajustement structurel et le slogan « Éducation pour tous ». Il fallait donc appliquer les recommandations de Beijing en Chine en 1990 et le slogan « Éducation pour tous » avait exigé également un recrutement d'enseignants en quantité et en qualité. Mais le PDRH a permis de mettre en place des projets, notamment le projet des volontaires de l'éducation. Il y avait un déficit d'enseignants et pour combler ce déficit, on a fait appel à des engagements volontaires. Et beaucoup d'enseignants ont été recrutés à partir de cela. Il ne s'agissait pas de donner un salaire, mais plutôt ce qu'on a appelé une bourse. À l'époque, 50 000 francs, je me rappelle, au début. Alors, et ça a fait un nombre assez important de volontaires diplômés. Il y en avait qui avaient le bac. On comptait même des gens qui avaient la licence, mais qui avaient demandé à s'engager dans l'enseignement. C'était un acte vraiment hautement patriotique. Alors, il y a eu beaucoup de tollés autour de ce recrutement d'enseignants sans formation, ou bien avec une formation vraiment très, très courte au niveau des inspections de l'éducation, les inspections d'enseignement élémentaire. Et les volontaires étaient
recrutés dans leur propre milieu. Bon, c'était vraiment aussi intéressant parce qu'ils n'avaient pas de problème de logement et consorts. Mais ces volontaires ont fait un bon travail, malgré tout ce qu'on a dit d'eux. Ils ont participé à l'effort d'éducation. Parce que la solution de l'époque, c'était d'avoir dans chaque classe un enseignant, plutôt que de laisser les élèves dans la rue. Et ça a permis donc de faire un travail. Mais 90-95 aussi, surtout 95, c'est le lancement du projet qu'on a appelé la scolarisation des filles. Avec le forum de Fatick, en 95, sous la présidence de Abdou Diouf, avec tout son gouvernement, les gens se sont rencontrés à Fatick. Et à Fatick, il y a eu le plan, le projet de la SCOFI, qui a fait également de très bons résultats. Il fallait inscrire, il fallait scolariser le maximum de filles et les encourager à rester jusqu'à la fin du cursus. C'était une discrimination, on avait dit positive. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'actuellement, avec les résultats de la SCOFI, au niveau des écoles, de tous les niveaux presque, ce sont les filles qui... les filles sont plus nombreuses et en général aussi les bons résultats sont du côté des filles. C'est un constat. Donc la SCOFI et donc les volontaires de l'éducation. Mais c'est un des axes du PDRH. Le PDRH devait en 6 ou en 4 axes régler quelques problèmes de l'éducation. D'abord, élargir l'accès et améliorer le taux brut de scolarisation. Il fallait aussi réduire les inégalités entre zones rurales et zones urbaines. Et il fallait encourager l'entrée des filles à l'école. Là aussi, c'était la SCOFI. Et il fallait produire des outils didactiques. C'était confié à l'INEAD. Et la formation des enseignants, une formation continue des enseignants. Il y a eu beaucoup d'assises, beaucoup d'ateliers, et dans toutes les circonscriptions, il y avait une formation continue pour recapaciter les enseignants. Alors, donc sur le plan des ressources humaines, on a eu à créer la direction des ressources humaines qui a remplacé la division du personnel de l'éducation. Et la DRH, d'ailleurs, a eu la charge de continuer un peu ce projet parce qu'en 2002, avec l'alternance, on a mis en place ce qu'on a appelé le PDF. Programme, dans un premier temps, ça s'appelait Programme décennal de l'éducation et de la formation, mais plus tard, le décennal n'a pas été respecté. On a pensé à remplacer le décennal par le développement. Programme de développement de l'éducation et de la formation, qui devait aussi participer à l'élargissement de l'accès, qui devait réaliser l'amélioration de la gestion de l'éducation et qui avait aussi comme cible la qualité.
Mais ce sont les deux premiers axes qui ont été vraiment mis en place, c'est-à-dire l'accès et la gestion. Et le PDF, donc, a travaillé pendant des années. On a eu des résultats, de bons résultats d'un côté, mais quelques échecs aussi, parce que la qualité n'était pas encore en place. La conférence de Dakar de 2000 que vous avez évoquée, plutôt le Forum mondial sur l'éducation en 2000, qui a jeté les bases d'un cadre d'action où plus de 180 pays se sont engagés pour arriver à réussir l'éducation pour tous. Et il y avait 6 axes, ou bien 6 objectifs qu'on a signés à ces assises de 2000. La protection et l'éveil de la petite enfance. Vous avez vu ce qui s'est passé après. L'enseignement primaire universel et les compétences des jeunes à améliorer pour donner un sens un peu à la pratique et à l'apprentissage pratique, à la formation des adultes, mais également l'alphabétisation des adultes, avec priorité chez les femmes. L'alphabétisation des adultes, comme 5e axe, l'égalité des sexes, dans la formation, donc dans la scolarisation, que dans les postes de responsabilité et chez les femmes. Alors, il y a eu également comme dernier axe la qualité. La qualité de l'éducation à assurer. Mais jusqu'en 2015, on s'est rendu compte qu'il y a eu là également quelques objectifs non atteints. Et ce qui a fait que, avec l'ODD 4 de l'ONU, qui prône une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous, on a pensé à mettre en place un autre programme. Et ce programme s'appelle le paquet. On reviendra là-dessus. Et voilà, vous avez donc fait un peu le tour de cette question fondamentale. Mais aujourd'hui, la question que l'on se pose, en termes de fractures, les grandes fractures, ces grandes fractures sont l'accès, la qualité, la gouvernance, la langue d'enseignement, les contenus des programmes ou l'orientation. Aujourd'hui, l'école sénégalaise bute à quel niveau? L'école sénégalaise, on a dit qu'elle est malade. C'est à l'image de la marche vers le développement. L'école a réussi un peu l'accès. Évidemment, il faut encore continuer à construire des classes, à créer des écoles pour résorber le gap. Il y a beaucoup d'enfants encore qui ne sont pas à l'école, faute d'existence d'écoles dans tous les coins. Mais il y a un très grand effort qui a été fait. Ça, il faut être vraiment assez honnête pour le reconnaître. L'accès, oui, donc un grand effort. La gestion, là aussi, la gestion de l'école, la gestion de l'éducation, oui, il y a encore à faire. Mais le problème surtout, c'est la qualité.
c'est au niveau de la qualité qu'on a des problèmes, parce qu'on ne peut pas avoir un enseignement de qualité si on n'a pas des ressources humaines de qualité, si on n'a pas un personnel enseignant de qualité. Il y a ce qu'on a appelé les concours d'entrée dans les écoles, dans les centres de formation, mais les concours aussi ont limité les places. On connaît très bien, c'est lié à un problème de budget. Mais à côté, il y avait ce qu'on a appelé le quota sécuritaire. Où il y a eu un recrutement d'enseignants non formés, envoyés dans les classes, et c'est là que va naître le corps émergent appelé les contractuels. Donc, il y a au niveau de l'élémentaire ce qu'on a appelé les volontaires, et là, au niveau de l'enseignement moyen secondaire, généralement, on a pris des diplômés, des gens qui ont des connaissances académiques sûres, mais qui n'ont pas eu de formation pédagogique, envoyés dans les classes. Donc, avec des approches assez complexes, il s'en est suivi donc un problème de qualité d'éducation, qualité de l'éducation, mais aussi qualité des enseignements. Effectivement, les résultats ne peuvent pas être bons si on n'a pas réuni les conditions minimum. Voilà donc pour l'instant ce qu'on peut dire de ce problème. Ces grandes factures, oui. L'examen de ces grandes factures. Oui, oui. Très bien. Vous venez de le dire, l'évaluation du PDF a montré qu'il y avait des objectifs atteints. La deuxième alternance donc arrive. Nous sommes donc en 2012 et aussitôt, on a lancé le paquet. Oui. Mais qu'est-ce que le paquet? Quels sont ses objectifs et les a-t-il atteints? Le paquet est donc né des cendres du PDF et devait continuer jusqu'à l'horizon 2035 maintenant. Le paquet, qui est un projet qui devait s'occuper de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, est né donc des cendres du PDF. Et il fallait mettre l'accent sur la qualité, l'équité et la transparence. Le paquet est un projet qui a fait l'objet d'une évaluation annuelle. Chaque année, il y a des assises pour évaluer. Alors, le paquet donc a eu comme charge de régler les problèmes pédagogiques, mais aussi de mettre en place des sous-programmes, comme l'ANITE, c'est donc un acronyme qui sonne un peu wolof, NITE, et qui pourrait être considéré comme, en tant que terme wolof, comme la finalité même de toute éducation, de passer à NITE. Mais c'est un sens wolof qui dit que l'essentiel de la formation, c'est d'arriver à un homme nité. Et la nité ici
est l'acronyme que l'éducation a utilisé pour parler de la nouvelle initiation pour la transformation humaniste de l'éducation. Alors, et qui a des objectifs. On peut en citer 5 ou 6. Lutter contre la crise des valeurs. L'unité devait aussi valoriser le socle endogène, les valeurs africaines et spirituelles, bâtir une société inclusive et aller vers l'intégration des valeurs, mais aussi adopter tous les progrès universels et respecter la modernité. Ce sera un enseignement qui va viser des qualités chez l'enseigné, le formé, l'apprenant. Voilà pour l'unité. Et le slogan « Éducation pour tous » aussi continue. Il faut impérativement arriver à une éducation acceptée par tous, mais qui valorise l'apprenant, mais qui le met également dans une situation d'adaptation à tout ce qui est moderne dans le monde. Ce travail devait se faire avec tous les acteurs. Je crois que vous venez donc d'aborder le paquet qui vise la qualité naturellement. Il y a de gros efforts qui sont faits. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, vous avez parlé aussi de l'unité, nous allons y revenir. Mais je crois, comme vous l'avez abordé, on reproche souvent, je ne sais pas quel est votre avis, que l'unité est un avatar simplement de l'enracinement et de l'ouverture senghorienne, et que tout simplement on ne fait que réchauffer par rapport à cela, parce que ça a été déjà pris en charge déjà de la loi d'orientation 71-36. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, il y a un peu il y a effectivement en filigrane l'idée d'enracinement et d'ouverture. Mais il y a surtout la prise en charge, comme cela s'appelle, la prise en charge de la transformation humaniste. Hein. Alors, donc, il y a des qualités ici qui vont émerger à partir des valeurs à mettre en œuvre, les valeurs à inculquer. Je crois que ce sera bien fait si on réveille encore certaines disciplines comme la morale, l'éducation civique et surtout l'histoire, pour que les élèves aient des repères pour arriver à rester dans le sillage des anciens, d'accord, mais aussi dans la quête du progrès et de la modernité et surtout des technologies nouvelles. Je crois qu'on avait abordé le paquet qui avait un peu mis le pari sur la qualité. Elle n'est pas encore gagnée, c'est clair, parce que ça pose énormément de problèmes, parce qu'il faut une formation initiale aussi, des enseignants et autres. Il faut donc la formation continue, etc. Mais le débat aussi, c'est que beaucoup, quoique le PASSEC d'ailleurs, dans le cadre, n'est-ce pas, des programmes d'évaluation,
Beaucoup disent, mais à quoi sert aussi l'accès si la bataille de l'accès, même si elle est gagnée, si 60% des élèves CI, CP et CM2 n'arrivent pas à lire, à lire. Est-ce que véritablement l'accès a finalement un sens? Oui, c'est-à-dire s'il y a accès et si les moyens ne suivent pas, nous avons des effectifs pléthoriques et on a un effectif d'enseignement assez faible. Donc, si les élèves ne reçoivent pas un enseignement de qualité, il se posera certainement à la fin des problèmes de résultats, comme on l'a dit. Si les élèves n'arrivent pas à lire jusqu'au CM2, bon, c'est un problème pédagogique, mais peut-être aussi d'autres problèmes de conditions d'études, mais des conditions aussi de l'autre côté des enseignants. Et je crois que le problème fondamental, ce n'est pas au niveau de la méthode, mais c'est au niveau de l'engagement aussi, il faut le dire, de certains enseignants qui ne respectent pas normalement le quantum horaire. Ça, peut-être que vous reviendrez là-dessus avec les syndicats et consorts, mais je crois que le problème numéro un, c'est que le temps à mettre à l'école n'est plus respecté. Justement, cette question de l'enseignant, je crois que est abordée sous l'angle, n'est-ce pas, de leur statut éclaté. Parce que, comme vous l'avez dit, pour faire face à la forte demande, on a été obligé de recruter. On a le corps des vacataires, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le corps émergent. Oui, oui. Maintenant, cette situation de précarité des conditions de travail et de vie, naturellement, pour beaucoup explique l'instabilité en quoi du système. Il y a beaucoup de grèves récurrentes. Nous avons dit que 2006-2008 a été le pic parce qu'il y a énormément de grèves. Oui. Maintenant, vous l'avez dit, le quantum horaire donc en souffre, n'est pas respecté. On perd énormément de, n'est-ce pas, 40% à peu près, d'après certaines estimations, du quantum par an. Et là aussi, je crois que ça explique aussi, entre autres, la question de la qualité. La qualité. Parce que si on n'arrive pas à respecter le quantum, les élèves seront toujours confrontés à ce problème de prise en charge réelle. Je crois que, en tant que doyen du système, ne pensez-vous pas que la question des grèves liées à la question du statut doit être définitivement résolue, en quoi, ou bien que l'État fasse de gros efforts pour au moins, parce qu'il y a eu même un pacte de stabilité en 2024, mais on s'est rendu compte que ça n'a pas été respecté et le problème est reposé. Alors, quel conseil ou bien quel regard porterez-vous sur cette question-là? Oui, je crois que il y a ces grèves cycliques qui ont fini d'ailleurs par banaliser la grève, des grèves continues, des grèves sans limite. Bon, ça c'est un problème d'organisation syndicale à mon niveau. Parce que à l'époque, avec les syndicats, il y avait ce qu'on appelait l'école syndicale, qui mettait l'accent sur l'engagement de l'enseignant comme agent de développement et qui devait respecter et les programmes et le quantum horaire et toutes les règles qui régissent l'école pour qu'il y ait discipline d'abord au niveau des élèves, assiduité des enseignants et régularité des évaluations avec un accent mis sur la qualité de l'enseignement qu'on offre aux élèves. Mais
le problème, c'est jusqu'ici un problème d'encadrement. Il y a beaucoup d'enseignants, d'accord, peu d'inspecteurs, quoi qu'on dise. Peu d'inspecteurs, donc l'encadrement pose problème. L'accompagnement pose problème. La formation continue également pose problème. Et s'il y avait assez d'inspecteurs de l'éducation, avec des effectifs assez considérables dans les circonscriptions, et si ceux qui sont formés n'étaient pas encore nombreux dans les ministères, pas seulement le ministère de l'Éducation, mais des enseignants formés, des inspecteurs formés se retrouvent ailleurs au lieu de faire le travail pour lequel ils étaient recrutés. Beaucoup se retrouvent dans l'administration. Au niveau de tous les ministères, vous trouvez des inspecteurs qui, normalement, devaient être aux côtés des enseignants pour les épauler, les encadrer, les accompagner, et cela allait améliorer la qualité au niveau des résultats et des rendements scolaires. Mais à qui la faute? Pourquoi subitement on les voit dans ces ministères-là? Pourquoi? Et à qui la faute? Non, c'est difficile à dire, mais c'est un problème de gestion rationnelle du personnel. Je ne suis pas contre le fait que l'enseignant donne un coup de main à un ministère autre que le ministère de l'enseignement, parce que les cadres de ce pays peuvent servir partout, mais je crois qu'on devait exiger que les enseignants créent un mais restent en classe. De la même manière aussi, on devait exiger que les inspecteurs, les cadres qui doivent accompagner et encadrer les enseignants, qu'ils soient aussi à leur place. On ne peut pas exiger que les enseignants restent enseignants. Ils ont la possibilité, avec les concours et consorts, d'améliorer leur situation, mais on devait pouvoir serrer un peu pour rationaliser. Pour que les enseignants soient là où ils doivent être. Très bien. Oui. La question de la résilience du système éducatif sénégalais a été relancée lors de la COVID-19. Oui. Ça a révélé les inégalités d'accès aux ressources pédagogiques numériques. Avec l'expérience que nous avons vécue, que devrions-nous faire pour anticiper alors de tels événements pour que quand même les conséquences soient quand même moins fâcheuses qu'on l'a connu en 2020, 2021? Oui, la COVID ou le Covid, je ne sais pas exactement, a donné une situation qui était difficile à gérer. On n'était pas préparé à cela. Si on demande aux gens de rester chez eux, et il y en avait qui avaient trouvé la formule géniale du travail à la maison, les enseignants n'étaient pas préparés à ça. Il nous a fallu quelques flottements pour trouver un palliatif. Et je crois que c'est là qu'est né le canal éducation, où on a essayé de joindre les élèves à partir de la radio, de la télé et même de l'Internet. Ce qui veut dire que
pour l'avenir, on doit penser à doter les élèves, partout où ils sont, les doter de matériel informatique. Si on ne peut pas avoir une machine pour chaque élève, au moins qu'il y ait au niveau de l'école un parc informatique où les ordinateurs seront accessibles. Mais pour cela, il y a beaucoup de choses. Il faut arriver à mettre la fibre optique partout pour que l'Internet soit disponible. Bon, il faut également former les enseignants à l'éducation à distance, à la formation à distance. Il faut créer les conditions d'alternatives. Quand il y a des problèmes de ce genre, comment joindre tout le monde? Alors, là où il n'existe même pas d'électricité, se pose le problème. Mais je crois qu'avec le développement de l'énergie solaire, il n'y a pas de village sans soleil. Nous avons le soleil partout. Donc, on doit pouvoir, avec un peu de volonté, doter toutes les écoles d'équipements informatiques, mais aussi d'encourager les élèves à avoir chez eux la machine. Avec le téléphone actuellement, chaque élève ayant peut-être sa tablette ou son téléphone ou son ordinateur, le problème de 2019, 2020, avec le Covid, ne se poserait certainement plus. Très bien. Donc, vous l'avez abordé, il nous faut donc anticiper donc pour que justement les questions d'équité et d'inclusion aussi soient prises en compte réellement face à de telles crises. Mais quelles sont, selon vous, les conditions minimales pour réussir une réforme? Pour réussir une réforme, je crois que la première chose, c'est d'avoir des objectifs clairs en rapport avec le type de société qu'on veut mettre en place. Et c'est le projet de société qui doit guider l'enseignant ou les enseignants ou les autorités à fixer des objectifs clairs avec des options à long terme planifiées et prenant en compte les valeurs du pays pour justement avoir l'adhésion et l'implication des populations. Il faut, pour une réforme réussie, il faut aussi des acteurs compétents. Ceux qui doivent concevoir et réaliser la réforme doivent être suffisamment compétents dans ce domaine, mais également avoir les moyens financiers et matériels. Il faut les réunir, sinon les bonnes idées vont rester dans les tiroirs. On ne pourra réaliser les bonnes idées qu'à partir de moyens. Et il faut non seulement les créer, les mobiliser, mais veiller à la rationalisation dans l'utilisation de ces moyens. Une réforme
n'est pas seulement l'affaire de l'école et de ses acteurs, mais ça devait être l'affaire de toute une société. Si les membres de la société se retrouvent dans les programmes de l'école, c'est sûr que l'adhésion sera forte. Mais si c'est une autre école, je ne dirais pas extravertie, mais trop penchée sur l'extérieur, il y aura nécessairement des réticences. Et une réforme qui part avec des réticences n'a pas de chance de réussir. Oui, vous l'avez dit, il nous faut une société éducative. C'est certainement qu'on l'a bien compris, qu'on a maintenant dépassé la notion de communauté éducative et qu'on s'inscrit naturellement dans la dynamique de la société éducative, n'est-ce pas, qui prend en compte toutes les forces vives, n'est-ce pas, tous les segments de la société. Justement, les nouvelles autorités ont lancé une nouvelle réforme curriculaire. Oui. Qu'attendez-vous de cette réforme? Oui, réforme curriculaire ou refonte du système, refondation, disent certains, refondation du système éducatif, c'est des concepts. En tout cas, pour dire qu'il faut quitter cette situation où nous sommes pour aller vers une situation meilleure au niveau de l'éducation. C'est bon, à mon avis, d'aller au rythme du monde. On ne peut pas rester en rade et ne pas suivre le rythme du progrès. Et dans tous les pays, les gens réfléchissent sur le devenir des enfants. Ces futurs citoyens, s'ils ne sont pas formés, ils auront des problèmes à s'adapter demain, à s'adapter au futur, qui réserve beaucoup de surprises certainement. Mais ce n'est pas un problème de tête pleine, mais plutôt un problème de mentalité. Si on arrive à mettre dans la tête des Sénégalais, des adultes, mais surtout des jeunes, que demain nous réserve des surprises et qu'il faut apprendre à s'adapter aux situations. Et c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Oui, très concrètement, parce que la question de l'attractivité des séries scientifiques et technologiques se pose dans notre pays depuis quelques années. Oui. Et il y a comme une sorte de désamour, en tout cas, même si ce n'est pas le mot peut-être adéquat, il y a un faible pourcentage. Et quelle devrait être, selon vous, la place justement de ce qu'on appelle communément les STEM dans cette nouvelle refondation curriculaire? Oui. Le constat est que dans ce pays, on n'a plus de littéraires que de scientifiques. Bon, ça a été hérité comme ça. Mais maintenant, si nous voulons réellement le développement, et si le développement devait être réalisé par nous-mêmes, il faut renverser la tendance. Il faut donc encourager les domaines scientifiques. Ce qu'on appelle les STEM, sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, que d'autres appellent STEAM,
ça c'est pour prendre en charge l'ingénierie en français, STEAM, mais on y ajoute aussi les arts. Parce qu'on ne peut pas avoir une société qui ne s'occupera que des sciences de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques, sans penser aux arts. Donc, les arts inclus, nous aurons ici un bloc où il y aura l'interdisciplinarité entre les sciences, les techniques, l'ingénieur et les mathématiques, mais on aura formé en encourageant les élèves à aller vers le progrès, on leur montrera qu'on ne pourra passer que par ça. Et il faut arriver à convaincre aussi les parents et à ce niveau, créer des sources de motivation, créer des concours comme j'ai vu, on parle de Miss Mathématiques, Miss Sciences et consorts. Mais c'est très bien, il faut aussi encourager les garçons avec un programme pareil et pousser tout le monde à aller vers les sciences, les matières scientifiques et techniques, parce que c'est l'avenir. Très bien, avant d'aborder votre mot de la fin, juste peut-être vous demander si une école qui se veut souveraine doit rester encore tributaire, n'est-ce pas, d'un financement extérieur. Oui, ce n'est pas seulement l'école, la santé aussi. Disons qu'un pays tout entier qui ne compte que sur le financement extérieur ne pourra pas donner de résultats. Il y a une option à faire, c'est de compter sur ses propres moyens, de rationaliser le peu que nous avons, mais aussi de tendre la main, pas d'une façon pas pour quémander, mais de tendre la main dans le cadre de la coopération, de tendre la main à ceux qui peuvent nous aider, et ce ne sera pas des aides qui vont nous lier et diriger nos regards vers leur propre regard, mais peut-être une coopération qui mettra en place un partenariat gagnant-gagnant avec un respect mutuel des valeurs de chaque pays. Et qu'on ne compte pas sur les finances extérieures pour bâtir notre pays. Ce n'est pas seulement au niveau de l'école, de l'éducation, mais c'est à tous les niveaux que l'on doit avoir le sentiment d'appartenir à un pays et que les ressources de ce pays rationnellement exploitées devaient pouvoir régler tous nos problèmes de développement. Et les ressources, on en a dans ce pays. Donc, on compte sur la bonne gestion de ces ressources pour arriver à non seulement une école de développement, mais à un pays émergent. Très bien, donc compter sur nos propres moyens en rationalisant le peu que nous avons, mais aussi s'investir pleinement dans l'action de développement. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien, troisième du reste. Nous voudrions donc vous donner la parole pour faire un peu la synthèse, et voilà votre mot de la fin avant qu'on ne conclue définitivement. Oui, je vous remercie. Nous sommes à la fin de ces 3 entretiens.
je commencerai par vous remercier, M. Bey, de m'avoir invité pendant 3 émissions, mais aussi d'avoir soulevé des problèmes très importants dont je ne détiens pas les solutions. Peut-être même que j'ai moi aussi posé des problèmes aux problèmes que vous avez posés. Donc je n'étais pas venu pour régler des problèmes, mais pour participer à un échange fructueux sur les problèmes de l'école. Je remercie aussi mon collègue Babacar Fall qui m'a mis en relation avec vous. Je remercie au passage Monsieur le directeur de la DRTS, Massamba Tchan et toute son équipe, tous ses collaborateurs qui ont eu beaucoup d'égards pour ma modeste personne. Je remercie enfin tous mes collègues de la FASTEF, à la tête de laquelle se trouve le doyen Moustapha Sorna. Je remercie mes collègues IGF avec notre doyenne, la doyenne de l'IGF, Madame Lene Sen. Je dis un coucou aussi à mes membres de département, mes collègues de même département, le département de psychopédagogie qui continue à m'utiliser un peu. C'est très gentil de leur part. Monsieur Bey, nous sommes à la fin. Nous avons parlé de l'école sénégalaise. C'est généralement dans vos propos que le terme sort, l'école sénégalaise, mais moi j'ai la prudence plutôt de parler de l'école au Sénégal. Je n'ai pas encore dans ma tête l'école sénégalaise. Elle est en train de se construire, mais elle ne sera que lorsque l'identité sera définitivement réglée. L'identité nationale. Et cette identité nationale de l'école est tributaire de la langue d'enseignement, du véhicule, du médium, plutôt, qui véhicule les connaissances. Donc notre école, à mon avis, n'est pas encore une école sénégalaise. Elle n'est plus française, ça on peut être d'accord, mais elle n'est pas définie, elle n'est pas encore, comme on le dit, démocratique. Évidemment, on essaie de prendre en charge les élèves, la population scolarisable. L'éducation, la scolarisation est devenue obligatoire pendant 10 ans. Donc l'élève qui entre à l'école à 6 ans devait y rester jusqu'à 16 ans. C'est de bonnes choses, mais là aussi, il y a des problèmes de réseau à élargir. Il faut que l'école soit partout bâtie. Mais il faut aussi que l'école prenne en charge d'autres écoles. On y est, l'école coranique, l'enseignement arabo-islamique sont en train d'être intégrés. Ce sera une bonne chose. On prendra en charge l'ensemble des enfants de ce pays qui ont les mêmes droits. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas oublier que le jeune berger Paul, envoyé par ses parents pour garder le troupeau, est un enfant sénégalais. Comment faire pour prendre en charge
tous ces enfants qui suivent leurs parents dans les champs, dans la pêche, dans l'élevage, dans les ateliers de menuisiers et dans les ateliers de mécaniciens. Mais tous ces enfants ont droit à l'école. Les domestiques qui sont dans les écoles, dans les maisons, le personnel domestique. L'éducation est donc une éducation pour tous. À mon avis, avec la journée continue, on doit pouvoir rationaliser les locaux et les infrastructures scolaires. En quoi faisant? En occupant l'après-midi les locaux pour donner de l'éducation assez à tous ces enfants que je viens de citer, qui sont formés dans les ateliers de menuisiers ou de mécaniciens sans appui. Je crois qu'il serait bon de penser à une bourse qu'on enverrait à mes esclaves peuls restés dans la nature, comment faire pour les atteindre et comment faire pour les trouver sur place et leur donner le minimum qu'il faut, c'est-à-dire savoir lire, écrire et calculer, quelle que soit la langue qu'on utilisera. Je crois pour atteindre tout le monde, il faut élargir les moyens, mais aussi les stratégies, il faut élargir également les méthodes. Mais l'école est là, fermée à la société, ce serait une hérésie à mon avis. Très bien. Dans votre conclusion, vous avez soulevé beaucoup de problématiques. En tout cas, déjà, l'école de la transhumance est déjà pensée. Il y a des théories autour de cette question-là. Donc, vous avez fait, en tout cas, vous avez ouvert des perspectives, des pistes de réflexion. Et je crois que nous ne manquerons pas, les autorités autres, ne manqueront pas, n'est-ce pas, de prendre ça en sorte parce qu'on parle de société éducative. En tout cas, ces téléspectateurs, ça a été un grand plaisir de recevoir M. Faye. Nous avons interrogé l'histoire, nous avons fait un peu le tour de toutes ces lois d'orientation et leurs implications. Et nous nous sommes projetés un peu dans les perspectives de la nouvelle refondation curriculaire et son dernier mot sous forme de plaidoyer, n'est-ce pas, pour prendre en compte, n'est-ce pas, tous les enfants scolarisables de ce pays. En tout cas, nous ne cessons de les remercier. Nous remercions aussi au passage, vous l'avez cité, le professeur Babacar Fall, qui est le conseiller scientifique quasiment de cette émission, Feuille du soir. Il nous apporte beaucoup, il y a d'autres facilitateurs. Hein. Je crois que nous aurons l'occasion de citer tous leurs noms ici. En tout cas, merci d'avoir accepté et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs pour un prochain numéro. Merci.